Voilà. Et donc, on est très heureux de recevoir tout d'abord Margot Piglioiese. À peu près. Vas-y, redis-le. Pugliese. Pugliese. Margot Pigliese, maître. Margot Pigliese, avocate pénaliste. Exactement. Donc, bonsoir. Enchanté, bonsoir. Nous recevons également Fatiha, qui est membre du comité de soutien à Nordine, Justice pour Nordine, et qui est également une responsable associative de l'association SOS Migrants mineurs. Voilà. Nous recevons également ED, du collectif Désarmons-les. Donc Ed qui sera ici de manière vocale, je dirais, qui n'apparaîtra pas à l'image. Et on remercie également bien sûr Valderrama, le S, qui peut-être elle apparaîtra à l'image ou pas, je sais pas, mais en tout cas elle est là. Et, le collectif que nous avions déjà reçu. Hein. Bien sûr. Oui, collectif Désarmons-les que nous avions déjà reçu. Très efficace, très intéressant, vraiment et avec. qu'il faudrait à nouveau peut-être. Ouais. Ah ben ils ont table ouverte. Ils ont table ouverte quand justement, comme ce soir, lorsqu'on parle des violences policières. Et donc, je voulais remercier aussi particulièrement Sabrina, qui ne prendra pas la parole, mais qui a été une des architectes de cette petite visite aujourd'hui. Et cette petite visite qui va nous permettre de parler donc, de l'affaire de Nordine. Justement, Fatiha disait justice pour Nordine. Pourquoi justice pour Nordine? Car le 16 août de mémoire 2021, dans la ville de Stein, des policiers de la BAC 93 ont ouvert le feu sur Nordine et Meryl, un couple qui rentrait du restaurant, et ont donc touché ces personnes, l'un à 7 reprises et elle à 1 reprise, avec des conséquences gravissimes qu'on pourra peut-être préciser. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais on n'en parlera jamais trop, on n'en parlera jamais assez. Et donc, jeudi prochain, le 3 octobre, à partir de 10h, au tribunal de Bobigny, se tiendra le procès des 2 policiers donc, qui ont tiré sur Nordine et Meryl le 16 août 2021 dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, c'est pour ça qu'on vous reçoit. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur ce qui va se passer jeudi et comment on peut appréhender cette date et cette échéance? Alors, moi, ce que je vais dire, c'est la première chose, c'est qu'il est très, très important de soutenir Nordine parce qu'à l'heure actuelle, pas tout le monde le sait, Nordine est en détention, donc il est incarcéré depuis mai, c'est ça, avril. Donc ça commence à faire très long pour lui. Sa peine a été mise à exécution suite à la condamnation qu'il a eue durant la première partie du procès, parce qu'en fait, c'est tout le scandale et l'injustice de ce procès, quoi. C'est un procès qui a été divisé en 2, où on a d'abord jugé Nordine, soi-disant pour des violences avec armes par destination et refus de... Attends, donc je donne tout de suite la parole à Margot, justement. Ou peut-être que tu voulais terminer avant? Non, mais je vais terminer par dire que en fait, Nordine, de là où il est, demande énormément de soutien à ce qu'on vienne au tribunal, nombreux. Donc l'audience s'ouvre à 10h, donc ça serait vraiment bien d'être là au moins 1 à 2 heures avant. À Bobigny, ouais, dans la 14e chambre correctionnelle. Entre 8h30, 9h, quoi. Ouais, franchement, ça serait bien d'être là avant, et puis ça va l'aider. J'espère que c'est assez nombreux. Je sais qu'on ne va pas dire leur nom. Je ne vais pas dire leur nom maintenant, mais je sais qu'il y a plusieurs députés, plusieurs élus qui ont relayé l'information, etc. Aujourd'hui, ouais. Donc suivez un peu sur les réseaux sociaux, vous verrez qui sont ces élus. Et on les remercie au passage, mais sans les nommer. Et beaucoup de gens dans l'associatif, je pense à tous les collectifs justice pour toutes les victimes de violences policières. Je pense à Samia El Khalfaoui par exemple. Bien sûr, on pense à Ahmad Bentounsi qu'on embrasse très fort, Samia aussi qu'on embrasse très fort. Voilà, tous les collectifs qui défendent déjà une affaire en particulier, parce qu'elle touche leur famille, ça c'est la moindre des choses, mais qui pour beaucoup d'entre elles, je dirais la grande majorité, sont unies pour que cette cause des violences policières soit prise de manière globale et qu'elle soit politisée. Et notamment, on pense à l'article 435-1. Maître. Alors c'est un procès qui est très très important pour Nordine et plus globalement, je crois, en matière de violences policières, parce que
c'est assez rare d'avoir 2 policiers qui sont renvoyés devant le tribunal correctionnel à la demande d'un procureur de la République et d'un juge d'instruction. Ah oui. Donc dans cette affaire-là, vous avez 2 magistrats du parquet et un magistrat du siège, qui estiment que les policiers n'auraient pas dû tirer. Donc on arrive avec cette force-là devant le tribunal, et ça c'est assez rare. La difficulté dont Fathia parlait tout à l'heure, c'est que le procureur de la République, au tout début du dossier, a fait un choix qui est un choix de politique pénale, de dissocier en gros le comportement de Nordine d'un côté et le comportement des policiers de l'autre. Oui, donc c'est un truc qui a été complètement... c'est une scission qui est complètement artificielle, parce que des magistrats, donc un tribunal, est venu dire que le comportement de Nordine était totalement indépendant des tirs des policiers. Alors qu'en fait, c'est une scène qui est globale et que lui, il y a une espèce de panique qui a été générée par le comportement de 3 hommes qui ont été très inquiets. 3 hommes qui n'avaient pas de distinction. En fait, vous avez 3 hommes à un feu rouge qui n'ont pas de brassard, pas de gyrophare. Il fait nuit. Il fait nuit. La voiture est banalisée. On voit rien. Plus problématique, en plus, qui est connu pour un certain nombre d'incidents aussi. Hein. Exactement. Oui. Donc il y a ce contexte qui est super inquiétant. Vous avez un policier qui va finir par monter sur le véhicule de Nordine, qui va essayer de s'infiltrer dans la fenêtre. Donc il y a quelque chose. C'est une intervention qui est violente, c'est un contrôle qui se passe de manière extrêmement violente, sans sommation d'arrêter. Voilà, pardon. Je peux vous appeler Margot ou je vous appelle Maître? Non, bien sûr. Parce que j'allais dire Maître, après je dis ouais, Maître. Non, Margot, c'est très bien. Margot, juste me permets, je n'ai rien à dire sur tout ce que vous venez de dire, juste parce que je l'ai revu tout à l'heure. Il y a ce point de départ. Non, mais il y a ce point de départ où, dans le témoignage de Nordine, il est à l'arrêt, fenêtre ouverte, et la voiture dont on ne sait pas que c'est une voiture de police, dont il ne sait pas que c'est une voiture de police, s'arrête, et à ce moment-là, un des policiers interpelle Nordine et lui dit « Tu as une tête de bien défoncé ». Voilà, donc il le tutoie, il n'y a pas de bonsoir, il ne signifie pas quelle est sa qualité, quelle est sa fonction, et qui plus est, il a une attitude agressive, clairement agressive. Donc il faut prendre vraiment, c'est pour moi ce point-là, il est fondamental parce qu'il conditionne toute la suite des événements. Et c'est pour moi un scandale, mais qui n'a pas de nom, de décorréler l'action de Nordine dans cette situation, dans ce contexte, de l'action des policiers. C'est bien sûr, j'allais dire une manœuvre, mais une manœuvre comme on les connaît, j'allais dire depuis si longtemps, de l'État autoritaire, de l'État policier, qui a compris stratégiquement qu'il était plus intéressant de décorréler les 2 parties de cette scène pour pouvoir faire peser un maximum de culpabilité sur Nordine. On peut faire comparaître Nordine, surtout en situation comment de condamner, c'est surtout ça. Je pense qu'au départ, ça change tout. Je pense qu'au départ, ils n'avaient pas du tout l'intention de condamner les policiers ni de les poursuivre. Oui, non, bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire que l'affaire, elle était réglée dès le début, dès l'appel de la police en disant il y a un véhicule qui me fonce dessus. Et puis voilà, c'était plié. On a eu quand même un enchaînement de communication mensongère jusqu'au plus haut niveau de l'État et qui a fait tout de suite de Nordine un danger public. Donc l'idée, c'était qu'il fallait l'arrêter coûte que coûte. Et il n'y avait rien d'autre à dire. L'affaire, elle était pliée, rangée. Même s'il était en réanimation et qu'ils l'ont sorti pour le foutre en comparution immédiate, justement, la comparution immédiate, c'était pour le juger et en terminer. Et c'est après, en fait, qu'il y a eu tout le travail de reconstitution de l'ONG Index, la vidéo qui est arrivée ensuite, qui a fait le buzz en disant mais c'est pas du tout la version qu'on nous a vendue. Et c'est à partir de cette vidéo que, justement, c'est grâce à cette vidéo, finalement, qu'il y a une réponse judiciaire qui a inversé un peu le rapport de force. Parce que sinon, il n'y aurait jamais eu... Donc, il n'y avait même pas le souci de décorréler. C'était au départ, on va le condamner et puis l'affaire est réglée. Mais la remise en examen, elle arrive bien après la mise en examen. Je ne sais pas combien de temps elle arrive après.
après, mais le contrôle judiciaire et la mise en examen arrivent bien après. Il a choisi quand même de le juger lui et d'ouvrir une information judiciaire. Mais après, c'est sûr que... Oui, mais sa remise en détention à partir d'avril, elle est aussi bien pour le faire comparaître, pour que le procès avec les policiers se déroule avec un Nordine qui est malgré tout... vous savez, ça change tout lorsque quelqu'un arrive détenu et lorsqu'il n'arrive pas détenu. Hein. En fait, ce qui est extrêmement choquant, c'est que Nordine, il a pris la peine maximale en matière de refus d'obtempérer. Ah oui. On ne peut pas être condamné à plus de 24 mois, il a pris 24 mois. Sur le fondement d'un dossier qui est incomplet, parce que c'était une comparution immédiate, donc on n'avait pas du tout tous les éléments qu'on a réunis après dans le cadre de l'information judiciaire, donc un dossier qui est complètement incomplet et une procédure qui est totalement expéditive. Et ça, c'est un choix de politique pénale, c'est sûr, pour le sanctionner lui, et effectivement à un moment où on imagine que du côté des policiers, il ne va pas se passer grand-chose. Et ce que je trouve extrêmement ironique, et c'est toi qui viens de m'y faire penser en le disant, c'est que on sait que quasiment jamais dans ce type d'affaires, un policier n'a été condamné, et encore moins à la prison ferme lorsqu'il y a eu des condamnations. On pense par exemple au policier ou au gendarme, j'ai un doute, mais enfin l'agent des forces publiques qui a tué Amin Bentoutsi dans le dos. C'est un policier, oui. Je ne vais pas dire de bêtises. C'est un policier. Mais il n'a pas pris de prison ferme, sauf si je me trompe. Dans l'affaire Amadou Koumé, de la même manière, il y a eu du sursis, et dans l'affaire Théo Luaka, de la même manière, il y a eu du sursis. Là, en l'occurrence, et ce sont des personnes qui ont fait usage d'armes sur d'autres personnes, voilà, avec des circonstances différentes, ou pour Amadou qui ont eu une action policière illégale, et à 8 reprises pour l'affaire de Nordine et Meryl. Et donc, toutes ces personnes-là n'ont jamais eu un jour de prison, si je puis dire. Lui, pour avoir tenté de fausser compagnie à de potentiels agresseurs, il est en train de réaliser une peine de 2 ans ferme. C'est juste pour montrer la disproportion, qu'on soit d'un côté ou de l'autre du fusil, si je puis dire, et vraiment que ça nourrisse votre réflexion. On va passer la parole à Ed, parce qu'en général, quand tu es dans cette position, tu te fais toujours un petit peu douiller. Donc je ne t'oublierai pas, Ed, sache-le. Et donc, du collectif des Armonlais, peut-être en 2-3 mots, tu nous expliques c'est quoi le collectif des Armonlais. Et ensuite, donc on verra pas Ed, hein, mais on l'entendra. Peut-être vous pouvez me filmer pendant ce temps-là, je fais des petites pauses et tout. Non, je rigole. Et donc, le collectif des Armonlais, c'est quoi? Et ensuite, par rapport à tout ce que tu as entendu, ce que tu as envie de... Oui, donc rapidement, les Armonlais, ça existe depuis une dizaine d'années. Donc au départ, on observe les exactions policières, en gros. Au début, c'était surtout pour mieux connaître les armes de la police, pour savoir qu'est-ce qu'on prend dans la gueule quand on va en manifestation ou quand on est dans un quartier qui subit souvent des humiliations et des descentes de tous les corps de police. Et donc depuis quelques années maintenant, donc on observe tout ce qui se passe et on fait un décompte assez macabre des personnes qui sont mortes entre les mains de la police ou de la gendarmerie. Et donc on essaye de tenir à jour ce listing. Et sinon, on est une association un collectif de solidarité, donc on accompagne aussi des personnes qui... Excuse-moi de s'interrompre sur ce point, mais est-ce que tu as... La question n'est pas du tout faite pour te coincer ou quoi que ce soit. Mais est-ce que tu as quelques chiffres peut-être sur les dernières années en termes de morts entre les mains justement de la police, pour que les gens puissent prendre conscience en termes de nombre par mois, ou comme ça de faire un petit ratio dans sa tête pour qu'on se rende compte quand même de la gravité du phénomène? C'est vrai que depuis une vingtaine d'années, ça a doublé en fait. La moyenne de personnes tuées par an est passée de 15 à 30 en gros. Et là on est vraiment en train de passer les 35 ou les 40. Par exemple, depuis 2020, on a compté 33 personnes mortes. 2021, c'est le gros score, 52 morts. 2022, 42. 2023, 37. Et là, cette année, on est déjà à 33 personnes qui sont mortes entre les mains de la police. En gros, si on fait une moyenne sur les 5 dernières années, en comptant 2024, ça fait 40 par an. Et à chaque fois, le mécanisme comment la justice se met en marche, comment les personnes victimes finalement arrivent tant bien que mal à se défendre, il y a toujours c'est comme un scénario qui est écrit à l'avance en fait. La manière dont la victime est criminalisée, donc si c'est pas elle, si elle est morte, c'est sa famille en fait. Si elle est survivante, on l'a vu dans le cas de Nordine, c'est lui ce qui lui est arrivé, c'est
c'est comme si, en étant survivant, en fait, il a pris encore plus cher. Oui. Bah oui. On lui fait payer le fait d'avoir survécu. Et c'est horrible peut-être à dire maintenant, mais je pense que c'est aussi ça qu'il faut soulever. C'est que les personnes qui restent, qui osent continuer à en croire en la justice, parce que je crois qu'il faut quand même dire que la justice elle participe, et nous on est vraiment partisans de dire qu'il y a les violences judiciaires qui parfois sont beaucoup plus dures à vivre parce que c'est plus sourd, c'est plus sournois, ça se base sur les textes, c'est froid. Et les personnes qui sont survivantes, qui sont mutilées, qui sont blessées gravement par les tirs de police, ou qui vivent des humiliations ou des arrestations abusives, finalement quand ils se retrouvent devant les juges, c'est pire parce qu'en face il y a des vrais gens et il y a les arguments qu'on leur balance des fois et puis les mensonges des policiers qui sont traides, les faux et usages de faux entre flics, c'est tous les jours. Et évidemment, qui va arriver à vérifier, à être sous le bureau avec une petite caméra cachée c'est pas possible. Donc la justice pour nous ça fait partie du système. On est ouvertement un collectif abolitionniste. Pour nous, on ne peut pas réformer la police. C'est pas possible. On la prend par tous les bouts. On ne la réformera jamais, y compris tous les partis de gauche qui en ce moment essaient de nous dire que la première chose qu'ils feront, c'est effectivement d'aller éliminer les brebis galeuses de la police. Pour nous, la police, c'est la brebis galeuse. C'est-à-dire qu'en fait, les éléments qui pourraient être déterminés, montrer du doigt en disant lui c'est une mauvaise pomme, comme ils disent les Américains. Nous on pense que ce ne sont que... Genre, en enlevant la pomme pourrie, le système devient un arrêt vertueux, etc. Le système en tant que tel, il accepte les violences, le racisme, et que finalement devant les tribunaux, finalement c'est une sorte de petite mafia qui se serre les coudes, quoi. C'est ce qu'on appelle la dimension structurelle, il y a la dimension systémique, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de personnes, d'individus, parce qu'on entend des gens parfois dire ouais mais il y en a des biens, il y en a qui sont sympas. En fait. Non mais des biens dans le sens. Non mais là je fais l'avocat entre guillemets du diable, c'est-à-dire que des personnes qui disent il y en a qui sont sympas, qui sont respectueux, qui ne sont pas racistes, sur le plan personnel. Mais nous le travail qu'on essaye de faire, en tout cas à Parole d'Honneur, et je pense aussi à Désarmons-les et dans d'autres collectifs, c'est de toujours de montrer la dimension de structure. Tu veux dire un mot là-dessus, Youssef ? Non, mais c'est ça. Ouais. Non, mais juste la question que je pose. Alors, que répondre aux gens qui disent on a quand même besoin d'une police, parce que de toute évidence, parce que tu dis la police n'est pas réformable. Dans ce cadre, effectivement, donc ça veut dire qu'il faut réformer l'État dans sa totalité pour pouvoir espérer un jour avoir une police qui est évidemment comme dans tout système. Donc c'est dans le... ce soir qu'on va résoudre la question, et encore moins si on fait des débats à ne plus finir, ou même si un jour il y a un référendum qui se déclare sur êtes-vous pour ou contre la police, c'est pas possible d'imaginer ça. Mais nous on pense que pour avoir une position radicale sur ce qu'on vit, et en étant vraiment au plus proche des gens qui le vivent, on ne peut pas considérer que la réforme est viable. C'est-à-dire qu'en fait il faudrait vraiment... ce serait une espèce de c'est pour ça que le côté abolitionniste qui effectivement qui aujourd'hui qui n'est qu'un slogan, pour nous c'est une manière de dire que ce n'est pas réformable en tant que tel, donc il faut vraiment trouver un horizon. Voilà. C'est un horizon pour définir une trajectoire politique, quoi. De dire que c'est pas l'histoire, c'est pas de changer un ou deux trucs, c'est vraiment de radicalement tout effacer. D'arrêter de s'imaginer que porter plainte contre la police, donc face à des juges, ça puisse être une quelconque utilité. C'est-à-dire que généralement, sauf si on est soi-même poursuivi en justice, ça peut être utile d'attaquer des flics parce qu'ils vous ont effectivement défoncé la gueule en vous arrêtant et en vous accusant d'outrage à rébellion. Mais si vraiment on est blessé, on a vécu une brutalité, une humiliation, on n'encourage personne à aller encore plus voir les flics pour porter plainte contre des flics. C'est le cas là, dans le cas de Nordine. C'est le cas on porte plainte, je veux dire. Oui, là en plus il n'a pas eu le choix. L'enquête a été déclenchée, même il est allé à l'hôpital, quoi. Mais généralement quand il y a des gens qui sont victimes et qui se demandent est-ce que je dois porter plainte, nous clairement en discutant en mettant carte sur table, on leur explique et ils comprennent très vite que si vous voulez vous éviter des violences et de l'argent perdu aussi avec les avocats, etc.,
c'est mieux de ne pas porter plainte, quoi. C'est-à-dire, mais quand on porte plainte, on peut aussi se servir de ces plaintes comme tribune, enfin d'un éventuel procès comme tribune pour dénoncer justement ce qui est fait. La tribune, quand on a été défoncé par les flics, généralement, ils nous prennent au hasard, donc il faut vraiment qu'on sorte, qu'on soit habitué à parler, qu'on ait envie d'aller dans cette adversité. Oui, cette tribune-là, elle est possible, mais généralement, même cette tribune-là, on l'a fait quelques fois avec des camarades qui sont passés en procès. Enfin, les flics qui sont passés en procès, les rares fois où on a réussi à traduire des policiers en justice, finalement, tu te fais vite étouffer par la procédure, par le côté un petit peu très cloîtré du procès. Par le dispositif aussi. Mais après, nous, on pense que c'est même plus utile de faire une réclamation aux défenseurs des droits que d'aller voir les GPN. Voilà. Là, moi je propose là parce qu'il nous reste assez peu de minutes, donc je propose vraiment qu'on se concentre vraiment sur Nordine, sur l'affaire de Nordine, sur ce qui va se passer jeudi. Après, c'est clair que ces questions-là, elles peuvent soulever des tas de débats, de réflexions, etc. Là, je pense que ce qui est important, c'est que les gens comprennent bien ce qui va se passer jeudi, Margot, ou enfin tiens, mais une petite transition par rapport à ce que vient de dire Ed. Moi, je suis pas du tout d'accord avec l'idée qu'il ne faut pas agir et qu'il ne faut pas porter plainte, etc. Parce que nous, on est plus justement sur la surveillance policière, mais ça nécessite des moyens humains dans les quartiers, ça nécessite d'être en contact avec les jeunes, ça nécessite aussi du matériel. Tu parles de travailleurs sociaux, etc. Oui, des personnes qui sont là pour faire... Je précise. On va partir du postulat que les policiers sont réellement dangereux. Et ça, c'est vrai avec les jeunes. Voilà, on part de ce postulat. Là, et on part de ce postulat-là qu'on ne peut pas changer ça. Et au contraire, même si on peut avoir des postures idéologiques qui sont très très bien, pourquoi pas, le souci c'est qu'on rentre dans une phase qui est complètement contraire de ce vers quoi les idéologues et les militants radicaux veulent aller, puisque justement la loi ne fait que élargir les possibilités d'intervention radicaliser la violence de la police. policière. Donc je veux dire, les militants aussi, à un moment donné, il faut aussi qu'ils se remettent en question dans leur façon de se battre contre ces institutions-là. Donc ça, c'est la première chose. Il y a beaucoup de familles de victimes qui se retrouvent seules. Il y a beaucoup de jeunes dans les quartiers qui se retrouvent seuls. À moins de faire le buzz sur les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est THE affaire de l'année, alors qu'il y en a des dizaines et des dizaines et des centaines toute l'année. Mais où sont les personnes pour relayer tout ça, pour aider ces gens-là? Pour quel résultat? C'est-à-dire si c'est faire un buzz pour avoir un résultat politique, moi je dis pourquoi pas. Mais quel résultat politique? Oui, c'est ça en fait, c'est qu'on n'arrive pas du tout à nos fins et qu'on est face à des institutions peut-être à réformer, mais avant de pouvoir réformer ces institutions, il y a des moyens de terrain à mettre en œuvre qui peuvent être efficaces. Il a parlé du défenseur des droits, ça peut faire un peu peur aux commissaires de police, un rapport sur le défenseur des droits de un ou deux flics qui font n'importe quoi, un signalement à la police des polices, ça peut marcher aussi. Il y a quand même, mais il faut être là, il faut avoir des preuves, et tant qu'on n'a pas de preuves, c'est la parole du jeune contre la parole de la police, et ça vaut rien du tout. Enfin, c'est ça aussi le problème des procédures, c'est que tout ce que dira le policier, ça sera vrai, quoi. Donc la parole du policier fait foi. Donc déjà il y a un problème. Déjà et je pense que oui, Margot, elle peut peut-être nous expliquer. Enfin, je peux pas faire le journaliste. Non mais le casse-tête. Non mais le casse-tête juridique. Tu peux m'en aller si tu veux. Tu veux que je parte? Pas encore. Le casse-tête juridique de cette fameuse loi de l'article L435-1, parce que je pense que tout le monde dit que c'est un permis de tuer, etc. Mais je pense que juridiquement parlant, techniquement parlant, ça reste flou pour beaucoup de monde. Et le procès va, enfin, d'après ton et après, j'aimerais bien qu'on parle de Nordine, parce que moi, aujourd'hui, on est là pour parler de l'affaire de Nordine et de Nordine. Non, mais on parle de Nordine. Oui, mais c'est vrai que c'est le débat. Alors, l'avantage de l'affaire de Nordine, c'est qu'elle a été filmée. Et ça, moi, j'ai la conviction que... Des téléphones portables, en fait. Il y a des téléphones portables qui l'ont très bien filmé, en fait. Ouais, et ça, c'est quand même... Il y a des téléphones portables et il y a des caméras de vidéosurveillance. Aussi, c'est vrai. Donc, il y a une double... Et ça, c'est quand même... moi, j'ai la conviction que les deux policiers n'auraient pas comparu devant un tribunal correctionnel sans vidéo. Les images sont de très bonne qualité, la reconstitution qui a été faite est de très bonne qualité. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'il est certain que la parole des policiers dans une enceinte judiciaire est quasiment impossible à remettre en cause.
Nordine a de la chance parce que la vidéo a permis de remettre en cause un certain nombre de déclarations des policiers. Et il y a quand même une juge d'instruction qui a été assez acharnée dans cette affaire et qui a beaucoup travaillé et qui a analysé les tirs de manière très chirurgicale. Et c'est ce qui va se passer au procès. On va reprendre de manière extrêmement précise, je l'espère, hein, parce qu'on n'a quand même qu'une journée d'audience. Mais ouais, ça va super vite. Ça va très très vite. On va reprendre les 8 tirs. Ouais. Mais là où Fathia a raison, c'est qu'on a un espèce de bulldozer devant nous qui est cette loi, qui est une loi Cazeneuve, qui a été votée en 2017. Il faut le rappeler. Hein. Et en gros, quand cette certains loi... nous disent qu'il y a une gauche de gouvernement, c'est la gauche du gouvernement qui... Voilà. C'est sûr. En gros, cette loi, elle permet, quand il y a un refus d'obtempérer, elle permet aux policiers de tirer, dès lors que la personne, selon les termes de la loi, est susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique de quelqu'un. En pratique... Oui, il est susceptible de... Ouais, tout à fait. Donc, en pratique, c'est le policier qui dit « Moi, je me sentais en danger ». Et ça va être tout le débat de l'audience de jeudi, et c'est ce qu'a fait le juge d'instruction. Le juge d'instruction a écrit noir sur blanc, messieurs, vous êtes policiers, il ne suffit pas de dire que vous vous sentez en danger pour avoir le droit de tirer. Donc ça, c'est écrit, quand même. Ouais, c'est pas parce que vous avez peur que vous avez le droit de tirer. Et quand même, dans 90% des cas, il suffit aux policiers de dire, mais moi j'avais très 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 peur, et donc j'ai frappé, donc j'ai tiré, donc voilà. Et ça va être ça l'enjeu jeudi, là. Il faut qu'on arrache les policiers de ce raisonnement-là, d'arriver à la barre et de pouvoir dire bah oui, mais j'avais très 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 peur parce qu'en fait ils sont policiers, ils vont être confrontés toute leur vie à des situations dangereuses qui leur font peur, etc. Là, il va aussi falloir que le tribunal reconnaisse que les policiers ont fait très 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 peur à quelqu'un et se sont mis eux-mêmes en danger. Voilà, parce que là, et là le juge d'instruction l'a écrit aussi. Vous avez un expert qui le reconnaît quand même. Ça, c'est quand même très fort. Vous avez un expert qui est venu dire ces policiers se sont eux-mêmes mis en danger. Ils ont créé la situation. Ah oui, d'accord. Mais alors, ils étaient combien les policiers? Ils étaient 5, je crois, non? Ils étaient 3. Ah, pardon, 3. 3 contre... Alors, 3 contre un couple et ils se sentaient en danger. C'est ça que je trouve quand même assez remarquable. Un couple, en plus... La scène est complexe, mais ils l'ont rendue complexe. Et en fait, en ayant scindé les deux procédures, on vient simplifier complètement en disant il y a un gros méchant d'un côté et il y a deux personnes qui avaient très très peur de l'autre côté et on juge ça de manière distincte. Il n'y a que 2 personnes qui tirent. Ah ok. Mais voilà, donc et là il va falloir qu'on réapprécie ça de manière globale et qu'on arrive à donner un peu, à faire en sorte que cet article 435-1 et que la loi soit pas un permis de tuer pour les policiers, ce qui en l'état est quand même largement le cas. Et on rappelle au passage qu'il y a un collectif, un groupe, un collectif, je ne sais pas comment l'appeler en fait, qui travaille justement sur cette question. Je sais que notamment Samuel Kalfaoui, mais d'autres personnes travaillent... Pardon ? Voilà, L435, la L435-1 m'a tué. Et donc voilà, il faut vraiment se tenir informé parce que c'est le point fondamental. Là, on parle de politique. Tout à l'heure, Ed parlait justement de sa position. S'il y avait un débat avec Fatiha et tout, c'est tout à fait légitime qu'on puisse avoir des points de vue, j'allais dire, différents et tout aussi respectables. Et donc, il y a aussi le combat, j'allais dire, sur le plan de la législation, qui serait de pouvoir faire abolir ce texte. On ne dit pas que ça sera la panacée, que tout ira bien et tout, mais déjà ça désarmera en partie les policiers. C'est-à-dire, quand je dis ça désarmera, c'est-à-dire que ça délégitimera le fait de sortir trop facilement son pétard et d'allumer quoi. Oui. Ouais, mais des fois c'est bien faut être pédagogique. Pour qu'on se représente bien les choses. Tu m'attaques beaucoup. Dans le cas de Nordine, les policiers ont quand même tiré dans le dos d'une femme. Hein. Oui, mais c'est ça. Donc grâce à les vidéos, on s'est rendu compte que la voiture était en train de partir. Ah, c'est ça. Et ils ont tiré quand même dans le dos d'une femme. Voilà, donc la loi ne doit pas permettre ça. Enfin, la Cour européenne des droits de l'homme reconnaît que cette loi-là ne doit pas permettre à des policiers de tirer même sur une personne qui est en train de fuir. Et là, je vous pose une question. Vous me dites, je ne sais pas si... Mais on est d'accord que sur ces images, à aucun moment le véhicule conduit par Nordine ne se dirige vers une personne.
il se dirige pas vers une personne. En fait, c'est surtout que Nordine ne voit rien. Ouais. Nordine, il est attaqué, il est assailli par deux personnes, dont une personne qui est dans son habitacle. Donc en fait, on ne voit rien, et c'est là que c'est intéressant de. Dans son habitacle. Dans son habitacle. Donc c'est ça que ces mouvements ne peuvent pas être analysés indépendamment du comportement des policiers. Il faut savoir une chose aussi, Il tire sur le véhicule à l'arrêt à la fin. Il faut savoir aussi, parce que moi je dis ça parce que pour avoir vu les personnes, il y a, je crois, le tireur principal, ou en tout cas un des 2 tireurs, qui est très très grand, c'est-à-dire qui est vraiment une personne très grande, et je pense que de nuit de voir quelqu'un d'aussi balèze, quoi, pour dire les choses clairement, sur le capot du véhicule. Très impressionnant. C'est très impressionnant. Et oui, c'est lui qui est sur le capot en plus. Ouais. Il y a un policier qui est sur le capot du véhicule, et il va tirer, ce même policier va tirer à bout portant 3 tirs dans la direction de Nordine. Ouais. Et d'ailleurs, au plan de la santé de Nordine, il y a aussi un vrai problème, c'est qu'on met en prison quelqu'un qui, en plus, a des blessures graves, très graves. C'est quand même assez incroyable, ça. C'est terrible, sûr. Donc vraiment, je le répète, jeudi, c'est un jour que certains ont qualifié de procès historique, et c'est pas tout à fait, c'est plutôt pertinent de le nommer comme ça, parce que c'est la première fois qu'on va pouvoir juger des policiers, j'allais dire vivants, avec des victimes vivantes. Dans ce cadre-là, quand je dis la première fois, en tout cas là, dans les années, dans la période contemporaine, parce que je connais pas toute l'histoire de la police, mais en tout cas dans la période contemporaine, et c'est un, j'allais dire, ça deviendra un cas d'école, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que la situation, elle est tellement modélisée. Je vous renvoie d'ailleurs à la modélisation de Index sur YouTube. En fait, ils font des images de synthèse à partir des vidéos, et ils analysent les trajectoires des balles, des tirs, les mouvements des personnes et tout. C'est vraiment génial. Je vous renvoie aussi à la vidéo que nous avions fait sur Parole d'honneur, où nous avions interviewé, pour moi, peut-être la meilleure interview de Nordine, sur Parole d'honneur. Et il y a d'autres, il avait fait aussi une émission Parole d'honneur, je crois en 2022, si je ne m'abuse, avec Samia. Bref, voilà, il y a un peu de matière, si on peut mettre les liens, pour pouvoir justement se nourrir. Et puis surtout, si vous avez la possibilité, c'est de venir jeudi, poser votre journée. Et j'ai envie d'ajouter aussi je finis ma phrase. Et aussi de faire un don. Vous allez sur la page, alors j'ai testé tout à l'heure, vous allez sur la page Instagram, parce que je sais pas qui gère la page Twitter, faut mettre le lien pour les dons, parce que si on appelle à faire des dons sur Twitter mais qu'il n'y a pas de lien, ça craint. Donc sur Instagram, vous avez dans la bio le lien, il fonctionne. Voilà, faites un don, même de 1 euro, même de 2 euros, de 3 euros, peu importe, faites des dons, tout ça viendra abonder, et ça lui permettra d'assurer sa défense. Fatiha. Oui, non, mais je voulais dire que normalement, tous les collectifs et toutes les familles de victimes et tous ceux qui ont été victimes des violences policières devraient relayer cette affaire, comme Nordine a toujours été, je le précise, un soutien de toutes les victimes et de toutes les familles de victimes, avant même d'être lui-même une victime de violences policières. Il a toujours été présent dans toutes les marches blanches, il est toujours parti voir les familles, et je trouverais que ce serait injuste que certains n'assistent pas ou ne relayent pas au moins l'info qui nous concerne tous, et qui devrait fédérer un maximum de militants et d'organisations. Voilà. Et j'ai envie de dire, même quitte à faire leur propre communication, c'est-à-dire que moi je suis personne, je fais pas partie de Parole d'honneur, je suis pas dans un comité ou quoi que ce soit, mais je dirais que quelle que soit l'affaire, voilà, si vous avez vos petits trucs, vos petites j'allais dire vos petites sautes d'humeur d'un côté ou de l'autre, faites juste votre com perso, mais là il s'agit d'un homme qui a été pas abattu, mais sur lequel on a tiré, et sur une femme aussi sur laquelle on a tiré, et qui ont failli perdre la vie, qui ont perdu beaucoup de choses. Je rentrerai même pas dans les détails, parce qu'à chaque fois ça me déchire le cœur de juste d'y penser. Je pense à Meryl notamment, mais qui ont perdu beaucoup de choses dans cette histoire. Et donc de ce point de vue-là, juste en tant qu'humain et en tant que militant, j'allais dire conséquent de la lutte contre les violences policières, on peut pas, je veux dire, c'est pas, pour moi, j'arrive même pas à le concevoir, ne pas comment dirais-je, contribuer. Voilà, juste, c'était pour m'associer à Fatiha. Ed, vas-y Ed. Vas-y Ed.
Vous prenez la parole, puisque je ne le vois pas. Non, je voulais juste que Margot ou Fatia nous disent ce que ça impliquerait éventuellement si les policiers étaient acquittés dans cette affaire sur tout le volet systémique, de séparer les procès en deux, etc. Est-ce que ce ne serait pas un mode de défense qui viendrait systématiquement disculper les policiers? Est-ce qu'on risque pas ça derrière? Déjà, s'ils sont relaxés là, Nordine ne peut même pas faire appel sur la culpabilité. Donc, ce serait le dernier procès. Il pourrait faire appel éventuellement sur son indemnisation, mais sur la culpabilité des policiers, il ne pourrait rien faire. Donc ça, c'est quand même... c'est pour ça qu'il y a un gros enjeu. Et c'est sûr que dans ce dossier-là, avec des policiers qui tirent, encore une fois, 8 fois, parce qu'il faut que les tirs soient nécessaires et proportionnés. Et 8 fois, c'est compliqué de dire que c'est nécessaire et proportionné. Dans le dos avec une voiture à l'arrêt. Donc si dans ce procès-là, on considère que les policiers ont pu tirer sur le fondement de cette loi-là, là, on ouvre une boîte de Pandore. Au pistolet mitrailleur la prochaine fois. Ouais. Voilà. Donc raison pour laquelle il est important, peu importe les collectifs, de se fédérer, de faire passer le message, etc. sans... indépendamment de toute autre considération. C'est comme ça qu'on dit ça. C'est comme ça qu'on dit. Et j'insiste et reviens sur le fait, comme l'a dit Samir, que quand on est un militant conséquent, on prend au sérieux ces choses-là qui intéressent tout le monde. Voilà. En fait, les causes n'appartiennent à personne. C'est-à-dire que là, ce procès, je vais dire même, dépasse la personne de Nordine. Et Nordine, je sais que tu vas voir cette émission et je t'embrasse très fort. Et on sera là jeudi, t'inquiète, on est là. On rappelle le rendez-vous, donc 10h, jeudi, cette semaine à Bobigny. Ouais. Soyez là peut-être 14e entre 8 et 9. Voilà. Et donc devant le parvis. Puis, c'est quelle chambre? 14e chambre. 14e chambre. Merci à tous. Margot, vous voulez ajouter quelque chose, Margot? Maître? Non, je pense que c'est important que les gens soient là parce que c'est pas facile de préparer son procès quand on est en prison. Il y aura beaucoup de policiers dans la salle aussi. Bien sûr. Ouais. Donc il faut aussi être là pour ça. Mais soyons là pour déjà bourrer les salles, comme on dit. Ouais. Parce que je sais, pour avoir vécu le procès de Amal, du frère d'Amal. De Nordine, de Nordine. Ah. Oui. Que... Voilà, psychologiquement, émotionnellement, c'était très très important pour lui, Fatima, tu le sais très bien, d'avoir des personnes, je veux dire, présentes physiquement, quoi. Je veux dire, pour tenir la main, pour mettre une main sur l'épaule, pour échanger un regard, un bisou, ce qu'on veut, quoi. Je veux dire, mais là, les personnes, elles sont dans un état émotionnel que nous, on ne peut même pas imaginer. Je veux dire, tu te retrouves en face d'une personne qui a brandi une arme vers toi et qui a vidé un chargeur en pensant qu'elle allait t'ôter la vie, quoi. Je veux dire, t'as la personne en face de toi. Il faut quand même se figurer ça dans sa tête. Et il y a un aspect qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais qui pour moi j'allais dire est fondamental aussi, c'est que on ne peut pas ne pas je veux dire, avoir dans un coin de la tête la dimension raciste de cette situation. Voilà. Je voulais pas trop rentrer sur ce terrain, je le dis juste à la fin exprès, parce que sinon on part sur autre chose, mais je voulais qu'on se concentre vraiment sur le côté un peu technique, et c'est ce que vous avez super bien fait. Mais peut-être tu vas ajouter un mot là-dessus et après on terminera. Juste un mot, parce que je pense que c'est important qu'on le dise, on a oublié de le dire, il faut quand même savoir qu'à la fin de ce carnage, les policiers ont quasiment laissé pour mort Nordine et Meryl. Voilà, et ça c'est extrêmement choquant, et on le sait grâce aux vidéos, parce que les policiers ont affirmé l'inverse dans leur déclaration, et grâce aux vidéos on a vu qu'ils les ont laissés c'est-à-dire ils n'ont pas fait appel. Il y a eu beaucoup de temps avant qu'ils ils n'ont pas porté secours. C'est ça. Ils les ont pas du tout aidés. Ils n'ont pas réagi du tout. En fait, tu avais Meryl qui était sur le toit. Ils n'ont pas réagi. Ils l'ont laissé. Ils risquaient de perdre la vie, et c'est un moment, après plusieurs minutes je crois, que l'un des policiers commence à prendre conscience que ils ont sur la vidéo on voit Meryl sortir ensanglantée, et Nordine, personne ne va jamais le voir alors qu'il est en train de convulser au volant de sa voiture. Voilà, avec plusieurs balles dans le corps. Leur préoccupation, c'est d'aller voir tout de suite les témoins qui sont derrière, et on voit très bien qu'ils sont en panique et qu'ils ont besoin de se mettre d'accord sur une version, je pense. Et il est là immédiatement, c'est ça qui les intéresse. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est choquant dans cette histoire. Légitimer leur acte. C'est qu'en fait, ils n'ont jamais été mis en détention, et donc ils ont pu s'arranger entre eux. Ils ont pu
plus faire ce qu'il voulait en fait. Il y a un moment donné, une affaire comme ça, il passe au moins en détention, même un mois, allez, j'allais dire, le temps quand même au moins de recouper des déclarations de l'un et de l'autre, ne pas faire pression sur les témoins. C'est ça, c'est très important. Ne pas faire pression sur des témoins éventuels. Et là, non, ils ont eu un boulevard. Et il y a un policier qui, dans le dossier, vient dire dans un appel radio qu'ils arrivaient sur place pour mettre en place les versions les plus favorables. Ah oui, il le dit carrément. Ouais. Ouais. Je ne connaissais pas cet élément. Voilà. Donc on discutera de tout ça jeudi. Tout ça, j'allais dire que c'est des biscuits, c'est des bons biscuits. Moi, je pense que si on regarde le verre à moitié plein, je veux dire... j'allais dire, beaucoup d'éléments constituent clairement une culpabilité, voilà, sans présager et que voilà, on espère que la justice tout simplement sera juste. Je crois que tu voulais rajouter. Tu voulais un petit mot pour conclure, non ? Soyez là jeudi, donc 3 octobre, à partir de 10h, mais il faut être là au moins 1 heure avant, au tribunal 14e chambre correctionnelle de Bobigny. Nous, on sera là, on essaiera de filmer un peu, de faire un peu d'image pour immortaliser tout ça, et surtout ceux qui viennent. Tranquille, parce que des fois c'est un petit peu c'est un peu funky, donc restez cool, voilà, ne rentrez pas dans les provocations, ne venez pas faire on est là pour que ça se passe bien pour Nordine, c'est ça l'histoire. Donc surtout là, relayez sur les réseaux, relayez au max, essayez d'interpeller des élus. On voit je vais pas vous dire les partis, mais bon, vous imaginez quel genre de parti peut relayer, et ensuite interpeller les élus, et surtout si vous pouvez donner même une petite somme pour la cagnotte, je vous ai dit, c'est en bio sur le profil Instagram qui s'appelle Droit de Justice, si on peut le mettre sur le chat. Youssef ? Sur l'affaire Nordine, tout a été dit, je crois que je n'ai plus rien à ajouter. Il faut être évidemment présent. Nous tâcherons bien sûr d'être présents plus nombreux. C'est absolument essentiel. Nous connaissons Nordine en plus, physiquement, c'est pas uniquement un nom abstrait. Mais tu as été un soutien de la première heure, toi. Oui, bien sûr, nous l'avons reçu ici et c'est très très important, ça nous tient tellement à cœur. Ce couple qui sort du restaurant, tout aurait pu se passer tranquillement et tout d'un coup qui voit sa vie basculer comme ça à cause d'une violence d'État. On a raison de le dire, c'est la violence d'État. Quand un policier tire, c'est l'État qui tire. C'est l'État qui lui a permis d'avoir une arme, qui lui a donné le temps d'armer l'arme, qui lui a donné le temps d'appuyer. Et je le dis franchement, parce qu'on a vu des tas de cas avec un sentiment d'impunité. C'est évident que cette dimension raciste dont parle Samir, et elle est évidemment présente. Qu'est-ce qui fait que le policier, il n'a pas le sentiment d'avoir une vie humaine? Enfin, c'est ça qui est cette déshumanisation totale, comme si c'était même un animal, il ferait attention. Je veux dire, le policier qui est au volant de sa voiture, il y a un chat ou n'importe quoi qui traverse, il va faire attention, il a le sentiment d'avoir une vie. Mais là, non. Je veux dire, il a une arme dans ses mains et il va tirer parce qu'il est convaincu que de toute façon, je pense, et ça c'est mon point de vue personnel, il a sans doute le sentiment que même dans le pire des cas, finalement, ça n'ira pas chercher grand-chose. Moi qui en ai vu des crimes policiers, depuis un des plus spectaculaires, comme l'affaire Mohamed Dib au commissariat de Versailles, Mohamed Dib, un nouveau Algérien qui se fait mitrailler à bout portant, et le policier s'en tire. Et Mohamed Dib est évidemment mort. C'est terrible. Et depuis, ça ne s'est jamais interrompu. Et là, on arrive avec ce miraculé qui est Nordine, qui normalement, grâce à Dieu, ne devrait pas être vivant, ne devrait pas pouvoir... On a ces chances exceptionnelles que lui et Meryl sont vivants. Donc il faut absolument, au nom de tous ceux qui ont été tués et dont les affaires, c'est le cas de le dire, ont été enterrées malheureusement, et dont les dossiers les ont suivis dans la tombe. Et je crois que c'est aussi très important pour l'honneur de tous ces gens-là qui n'ont pas eu cette chance, parce que même si malheureusement il est très blessé, on lui souhaite un prompt rétablissement. Mémoire, quoi. Voilà. Merci Youssef, merci Margot, merci Fatima, merci Sabrina Valdé, merci Ed, merci Margot. Collectif des Arbonlais, et à bientôt. Au revoir. Je ne dis plus NLB. Ah oui. Non. Hashtag NLB. Non. Surtout pas. Non. Hashtag NLB.